Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi la chanson de Roland peut être considérée la genèse de l'épopée française et de la littérature française médiévale. Dans la présentation, vous allez trouver plein d'illustrations et d'images qui nous montrent comment la geste de Roland et la bataille des Roncevaux a été imaginée tout au long de l'histoire. Voici la première et c'est une scène justement du moment le plus important de la chanson des gestes, le moment où il sonne l'olifant. Que vous l'avez entendu dans les vidéos que vous avez regardées, mais aussi à travers la lecture, nous pouvons voir que les récits, les poésies qui chantent les exploits des héros existent depuis toujours, depuis l'Antiquité. Et en Grèce, en ancienne Grèce, nous connaissons déjà l'existence de l'Iliade, de l'Odyssée et de l'Énéide. Au Moyen Âge, à partir du XIe siècle, on peut identifier une production assez grande des chansons de gestes où le sujet c'est toujours les guerres, les combats et les exploits des différents héros qui sont les protagonistes de chansons de gestes. Justement, on a signalé que les troubadours et aussi les jongleurs étaient chargés de faire connaître les exploits guerriers et exalter des valeurs chevaleresques qui pouvaient provoquer dans le public qui écoutait ces chansons un sentiment de fierté, d'appartenance. Donc ici, c'est important de prendre en compte que ces artistes, surtout les jongleurs, sont très conscients de leur importance culturelle. Ils savent qu'ils transmettent un message et surtout qu'ils peuvent transmettre des valeurs. Et c'est à eux qu'appartient aussi une première conscience d'esprit national. Lorsque le public entendait les histoires de la France, les histoires de Charlemagne, la douce France, la sagesse de ce roi, les exploits des héros d'Olivier et de Roland, les gens se sentaient fiers d'avoir des ancêtres d'un tel courage et d'une telle célébrité. Donc, on peut parler d'un certain esprit de national et de la fierté d'appartenir à une nation avec une histoire si admirable. Vous avez ici une autre illustration. C'est le type d'illustration qu'on pouvait trouver dans les manuscrits médiévaux. Regardez le détail avec lequel on se concentre sur les différents habits et les différentes circonstances de la bataille. Vous avez là, c'est très clair quels sont les chrétiens, quels sont les infidèles. Regardez aussi, c'est la bataille, donc il y a beaucoup de sang et d'armes présentes. Et nous pouvons distinguer aussi quels sont les chevaliers les plus courageux et ceux qui font plus de mal à l'ennemi. Pour ce qui concerne l'esthétique de la chanson de gestes, il faut signaler qu'il s'agit de littérature orale. Donc, c'était des poèmes qui étaient faits, inventés pour être récités devant des groupes de personnes. C'est la première notion des vers. On essaye d'organiser l'histoire dans des vers. Ce n'est pas exactement le vers que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est le début de ce type de narration. Ensuite, pour la musicalité, parce que comme je vous ai dit, c'était oral, donc il fallait une certaine musicalité pour attirer l'attention ou maintenir l'attention du public et aussi pour donner l'impression d'une harmonie dans l'écoute. Ce n'est pas exactement la rime, et surtout la rime que nous connaissons aujourd'hui, mais on parle d'assonance. Il y a un son qui se répète. Dans la chanson de Roland, c'est le son A. Mais il faut prendre en compte
que si nous le voyons aujourd'hui, peut-être on va trouver que ce n'est pas la vraie rime ou la vraie assonance. Mais dans le début de l'évolution de la langue, c'était des mots qui finissaient par la prononciation d'un son vocalique A. La chanson de Roland, c'est un long poème de plus de 4000 vers, ce qui nous montre à quel point la diffusion orale était importante et à quel point le rôle du jongleur était important et comment il était prodigieux. C'était un artiste complet parce qu'il récite, il joue, et il joue comme un acteur, c'est-à-dire il fait des gestes, il change la voix, mais en même temps, il est capable de jouer des instruments musicaux tels que la flûte ou les luth, c'est l'ancêtre de la guitare. Donc, c'est un artiste vraiment complet qui peut attirer et maintenir l'attention du public dans des séances qui vont normalement de 1 heure et demie à 2 heures. Ce qui veut dire justement que la chanson de Roland avec ses plus de 4000 vers ne pouvait pas être chantée d'un seul coup, sinon que ça pouvait à peu près prendre la semaine complète à un jongleur de raconter ou de chanter la chanson de Roland. Ce qui veut dire justement et ce qui explique pourquoi il y a des phrases, des vers et des événements qui se répètent tout au long du récit. Comme il n'était pas fait pour être chanté dans une seule séance, il fallait rafraîchir la mémoire du public. Il fallait lui rappeler certains détails. Donc, tous les jours, il y avait des détails qui se répétaient, non seulement pour laisser certaines idées fixes dans l'esprit des écouteurs, mais aussi pour qu'ils puissent se souvenir de tout ce qu'on leur avait dit la journée ou les journées précédentes. Maintenant, pour les chansons de gestes du Moyen Âge, on peut distinguer différents courants et surtout 3 courants différents. Il y avait des chansons de gestes qui traitaient de la matière de France, comme la chanson de Roland, mais il y a aussi des chansons de gestes qui chantent la matière de Bretagne. Et c'est tous les gestes du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, que je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais il y a aussi des chansons de gestes qui traitent la matière de Rome. Et c'est intéressant parce qu'on fait des chansons de gestes sur les héros de la mythologie romaine. Les chansons de gestes, en général, naissent des faits historiques devenus légendes et transformés à des fins esthétiques et politiques. C'est très clair dans la chanson de Roland qu'il y a un intérêt d'embellir des événements historiques, mais aussi, comme je vous ai dit, de créer une certaine première notion de patriotisme ou d'amour de nationalité. Comme je viens de signaler, les chansons des gestes naissent dans des faits historiques qui peuvent être vérifiés, comme le cas de la chanson de Roland. Les historiens ont recensé une bataille qui a eu lieu au 8e siècle à Roncevaux, où une armée a attaqué l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne. Mais 3 siècles après, on utilise ce fait historique réel pour s'inspirer et créer la chanson, qu'on connaît à peu près vers l'an 1100. Les poètes ont déformé pour rendre plus grand, plus magnificent, ils ajoutent et embellissent les faits. C'est-à-dire que si on cherche l'effet historique, la bataille était beaucoup plus petite. Il n'y a pas eu la quantité de morts que on imagine dans la chanson des gestes, et la relation entre Roland et Charlemagne n'était pas aussi proche que dans les poèmes. Donc, les faits historiques, ils donnent la source
d'inspiration pour les poètes. Mais après, au fur et à mesure que les jongleurs commencent à raconter l'histoire, ils ajoutent des faits, ils déforment un peu les histoires, ils changent de détails et petit à petit, ils parviennent à créer un tout nouveau fait qu'ils chantent et qu'ils font connaître. Ceci dit, il faut aussi prendre en compte que la chanson de Roland que nous avons lue, que nous connaissons, c'est la chanson que quelqu'un a transcrite. Mais nous ne pouvons pas savoir à quel point cette chanson que nous connaissons aujourd'hui est pareille ou différente des autres chansons de Roland chantées par d'autres jongleurs. Parce que vous pouvez imaginer que il y avait une quantité importante de jongleurs qui parcouraient les régions et qu'ils connaissaient la chanson de Roland, mais que c'était des versions différentes de la même légende. Donc, nous connaissons aujourd'hui cette version que nous pouvons lire parce que c'est la version finalement que quelqu'un a écrite. Que ce soit la version complète, que ce soit la version originale, nous ne pouvons pas le savoir. Maintenant, pour le récit que vous avez lu, on va se concentrer sur la manière comme le poète nous raconte certains faits et nous présente certains personnages. D'abord, les suzerains. Nous avons deux suzerains qui s'affrontent, c'est l'empereur Charles et le roi Marsil. Nous avons des descriptions détaillées de l'empereur, comment il est, quelles sont ses qualités morales et quel est son caractère. Nous avons aussi des descriptions des personnages et de leur richesse. Ça, c'est un détail important parce que même si le poète décrit l'ennemi, l'infidèle, il donne beaucoup de détails sur le caractère et surtout sur la richesse. Il y a là, on peut déduire qu'il y a l'intérêt de montrer que l'ennemi était aussi grand, puissant, qu'il avait la même royauté. Donc, disons que c'était dans des conditions d'égal à égal. Tout simplement, l'un était chrétien, l'autre était infidèle. Mais qu'il n'y a pas de différence de statut entre les deux ennemis. Ensuite, comme on a dit justement, ce qui compte, c'est l'opposition et on joue énormément sur la vérité de la foi. Et on oppose les chrétiens aux infidèles. En fait, c'est des musulmans. Mais, justement, pendant tout le poème, on nous remarque que le musulman, l'armée du roi Marsil, le roi Marsil, il croit à Allah et il prie aux idoles et que seulement Dieu, c'est le vrai Dieu et que les Français ou les Francs, ils croient au vrai Dieu. Maintenant, il y a une autre opposition très 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 importante dans la chanson des gestes, c'est la loyauté opposée à la trahison. Et il y a toujours un traître, quelqu'un qui va représenter cette conduite qui est méprisable. Donc dans la chanson de Roland, nous avons Ganelon qui va représenter tout ce qu'il y a de négatif dans le caractère humain. Si vous réfléchissez un peu, Ganelon, il représente des traits qui sont négatifs et méprisables au-delà de la religion. C'est-à-dire que même les musulmans sont plus honorables que Ganelon. Ensuite, nous avons une autre opposition dans le poème, c'est l'opposition de Roland et Ganelon. Et c'est une opposition de caractère. On peut dire que Roland, il nous apparaît comme un héros plus loyal, plus fidèle à son suzerain et à son Dieu que Ganelon. Et ensuite, nous avons un détail important dans la chanson de Roland, qu'on va parler des stratégies militaires. Et c'est justement quand Ganelon complote avec Blancandrin qu'il parle de la manière de s'organiser Charlemagne et de comment il serait possible de tuer Roland tout simplement
parce que Ganelon connaît quelle est la confiance que Charlemagne a envers Roland et que ce détail va permettre ou va assurer un triomphe à l'armée de Mathilde. Un autre détail qui nous intéresse, c'est comment dans les poèmes, on nous parle des habiletés et des qualités extraordinaires du roi Charles. Non seulement il est sage, il est prudent, il écoute ses soldats et ses conseillers, il est aussi courageux, mais aussi c'est quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture, nous voyons qu'il a accès à des savoirs qui ne sont pas à la portée de tout le monde, c'est-à-dire des savoirs surnaturels, mais aussi qu'il a un contact privilégié avec Dieu et avec les anges. Il est protégé de la divinité. Et ça, c'est très important. Ensuite, comme on a dit tout à l'heure, vu qu'il y a l'opposition de la vraie foi contre les musulmans qui sont les infidèles parce qu'ils n'adorent pas les vrais dieux, etc., nous pouvons déduire que les chrétiens sont dans leur droit par rapport aux Sarrasins. Qu'est-ce que cela veut dire? Que n'importe quel dommage, quelle quantité de morts et quelle quantité de butin les chrétiens peuvent prendre aux Sarrasins, ils ont toujours le droit de le faire. Ils ont, par un droit moral et divin, une supériorité morale qui permet qu'ils puissent même abuser ou infliger tout type d'humiliation aux infidèles. Parce que justement, ils ne sont pas d'égal à égal dans ce sens-là. Donc ici, un détail intéressant, c'est que au début, quand on était en train de présenter les personnages et qu'on parlait de leur richesse et de leur présence physique, etc., oui, on les présentait comme des égaux. Ils s'affrontaient d'égal à égal. Mais du point de vue moral, cette égalité n'existe pas. Il est clair que les chrétiens vont être moralement supérieurs aux musulmans. Ensuite, un autre détail pour la chanson des gestes, c'est les descriptions détaillées des batailles. Mais non seulement des descriptions détaillées, sinon que les descriptions sont chargées d'hyperbole, parce qu'il faut pouvoir transmettre la grandiosité de ces batailles, la puissance pour pouvoir, comme je vous ai dit au début, pour pouvoir éveiller et cultiver l'admiration et la fierté dans ce public. N'oublions pas qu'il y a un écart de 3 siècles entre les faits historiques et le public qui entend ces chansons. Donc, c'est beaucoup plus facile d'éveiller l'imagination et de faire croire à des batailles énormes, hyperboliques, grandioses. Et encore, vous voyez la reproduction de une miniature des manuscrits avec 2 scènes de la chanson de Roland. En haut, nous pouvons voir Roland, l'olifant, et Roland qui essaye de casser son épée, et Roland qui donne son gant à l'ange Gabriel. En bas, nous pouvons reconnaître Roland mort, les autres chevaliers et surtout Charlemagne qui a dans ses mains l'épée de Roland et qui parle avec l'ange Gabriel. Donc c'est intéressant aussi, c'est des illustrations médiévales très détaillées, faites à la main et avec beaucoup de détails symboliques de la chanson. Personnages, nous avons dans le poème, dans ce qui chante les jongleurs, il y a plein d'adjectifs. La description, l'imagination de ce personnage s'est construit sur une quantité importante d'adjectifs qualificatifs qui permettent à celui qui écoute d'imaginer d'une façon assez idéalisée les personnages.
Nous avons aussi des oppositions, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, et nous avons quatre personnages qui attirent l'attention et qui ont un poids beaucoup plus important que d'autres. On a évidemment l'empereur Charles, Roland et Olivier, et pour le côté négatif, nous avons Ganelon. Comme je vous ai signalé, l'importance de ces chansons des gestes, c'est de permettre de véhiculer une certaine construction de l'identité nationale, même si nous sommes au Moyen Âge et que la notion de frontières, que la notion de territoire national n'existe pas. Mais il y a le début d'une notion d'identité française ou l'identité des Francs. Ensuite, l'idée justement de créer un esprit d'appartenance. C'est un honneur que d'appartenir aux Francs et c'est un honneur que d'avoir des ancêtres tels que Charlemagne, Roland et Olivier. Ensuite, les chansons de gestes permettent aussi de véhiculer des valeurs et ça va permettre la formation d'archétypes. Et justement, cela nous ramène à l'idée que ces gens-là qui écoutaient la chanson des gestes 3 siècles après, de toute façon, ils s'inspiraient, ils prenaient comme des modèles ces personnages forts, nobles et surtout loyaux. C'est très important pour le fonctionnement de la société médiévale de créer et d'encourager l'importance de la loyauté au Seigneur. Parce que, justement, comme nous sommes à l'époque féodale, il est très important d'avoir une société où l'ordre, les différents ordres de pouvoir ne soient pas renversés, mais plutôt respectés. Les 3 diapositives suivantes vont nous montrer des différentes scènes du moment culminant de la chanson où Roland finalement décide de faire sonner le corps, l'olifant. Donc vous avez une illustration où Roland a la figure principale. Il met son dos contre le rocher et il fait sonner l'olifant. Vous avez aussi Roland qui fait sonner l'olifant, mais il n'a pas son dos contre le rocher. Et vous avez aussi une photo que j'ai prise d'un olifant qu'il y a dans un musée en Italie, pour que vous voyez justement avec un petit peu plus de détails comment sont les olifants qu'on conserve jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que cela nous intéresse encore aujourd'hui de lire et de travailler, d'analyser ce qu'une chanson des gestes de plus de 1000 ans de distance? Justement, le détail de l'intemporel. Nous pouvons trouver dans les chansons des gestes des conduites et des constructions qui appartiennent justement à l'inconscient collectif et qui guide notre relation entre nous et avec le monde. C'est-à-dire que même si nous sommes en train de lire l'histoire de Charlemagne et de Roland d'Olivier, nous pouvons reconnaître des émotions humaines qui n'ont pas vraiment d'époque ni de nationalité. Nous pouvons reconnaître des aspects tels que l'intrigue, l'envie, la petitesse ou la bassesse des Ganelon, la trahison, la tromperie, les mensonges. Nous pouvons le voir avec Marcille, avec Blancandrin. Nous pouvons reconnaître l'orgueil, l'entêtement, le risque, l'excès de confiance de Roland dans beaucoup des héros et même dans des gens du quotidien que nous connaissons. La prudence, le courage, la loyauté, la fidélité, la foi, l'amour, la fierté, la grandeur, c'est des sentiments que nous valorisons énormément encore de nos jours. On admire les gens courageux.
On apprécie la loyauté, la fidélité. L'amour, la fierté continuent d'être des sentiments très positifs pour nous, entre nous, dans notre société, dans un groupe comme notre groupe de littérature. C'est important, c'est des qualités que nous apprécions et que la société continue de considérer comme des aspects positifs. Ceci dit, il faut aussi prendre en compte que cette chanson des gestes nous parle de la position foi chrétienne et les musulmans ou les infidèles comme une opposition morale. Et la foi chrétienne, à l'époque médiévale, c'était vu comme une espèce de feu vert contre l'autre. C'est-à-dire que celui qui était chrétien avait les droits, avait des pouvoirs contre celui qui ne l'était pas. Et si on mourait, si on était dans l'armée de Charlemagne de Roland et qu'on tombait mort dans une bataille pour défendre la foi chrétienne, le passage assuré au paradis était là. Et on peut le voir avec l'archevêque Turpin, comment il fait pardonner tous les soldats qui meurent dans la bataille. Ça nous rappelle la notion de guerre sainte. C'est vrai qu'aujourd'hui nous voyons justement la notion de guerre sainte et la notion de jihad dans d'autres latitudes, dans d'autres religions. Mais ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut signaler. C'est une notion qui nous accompagne depuis des siècles. À partir de cette idée, de l'idée de l'intemporel, des notions qui se répètent, qui nous accompagnent dans l'inconscient social, dans ce qui construit notre culture, toutes les autres diapos veulent nous montrer différents aspects, différentes manières de voir les héros à travers l'histoire, de voir comment les images construites dans une chanson des gestes ou dans les épopées de l'Antiquité ont inspiré des films, des peintures et des différentes manifestations artistiques au long de l'histoire. C'est à vous de trouver des ressemblances et des différences avec des films surtout qui sont de notre époque et de voir comment ils prennent des détails qu'on pouvait déjà trouver dans l'Iliade et aussi dans la chanson de Roland. Alors, c'est justement l'idée de montrer comment l'intemporel permanait.